Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à toutes et à tous, Stéphane Desras, directeur avant-vente chez Rakuten Aquafadas. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2019 qui commence. J'espère tout d'abord que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez interagir avec moi via un panneau de questions sur votre outil GoToWebinar, sur votre panneau de contrôle qui s'est affiché à droite. Ce sera le seul moyen d'interagir avec moi si vous avez des soucis ou des questions pour la fin de ce webinaire qui durera 30 minutes comme d'habitude. Je suis également avec Jean-Baptiste Lapère qui est responsable marketing chez nous des événements et qui interagira avec moi, mais surtout avec vous, puisque pour la première fois, nous allons inaugurer des webinars plus interactifs avec vous tous ici présents. Nous allons vous faire participer en vous posant à certains moments précis des questions sur lesquelles vous pourrez répondre via une interaction sur votre écran et ce webinar. Et nous pourrons ainsi avoir quelques éléments de sondage au fur et à mesure de ce webinar qui devrait être intéressant, nous l'espérons. Alors bien sûr, comme chaque webinar, ce webinar est enregistré, sera diffusé après, vous sera envoyé après en vidéo, et également les diapositives que je vous présente aujourd'hui. Voilà, je vérifie tout d'abord que tout se passe bien. Je ne vois pas de problème soulevé au niveau du panneau de questions. Donc je suppose que vous me voyez bien et m'entendez bien, du moins au niveau de l'écran. Voilà. Et encore une fois, vous pourrez interagir avec des questions à la fin de la session et nous avec vous à travers un outil de sondage dans ce GoToWebinar. Alors, puisque tout se passe bien, je vérifie également du côté de mes collègues, tout va bien, je peux démarrer ce webinar. Alors, tout d'abord, au nom de toute l'équipe Rakuten Aquafadas, nous vous souhaitons une très belle nouvelle année 2019, puisque nous sommes encore au mois de janvier, il est encore temps, et nous espérons que cette année sera riche en développement et justement en innovation. Et l'objectif de ce webinaire est de vous présenter un petit peu les grandes tendances mobiles pour les entreprises que nous avons pu suivre, accompagner, déceler, et celles que nous allons aussi mettre en œuvre au sein de notre solution pour vous cette année. Donc c'est à la fois un mix sur les tendances et aussi les innovations que nous allons vous apporter cette année. Alors, si nous regardons ces tendances, nous les avons classifiées en 5 grandes tendances. Mais avant de parler de tendances, je voulais vous parler d'un mot-clé que vous avez certainement déjà dû entendre sur beaucoup de conférences, présentations et réunions. Le mot frictionless, que je n'ai pas traduit, à part évidemment une phrase qui vous l'explicite assez bien, mais que l'on entend un petit peu partout aujourd'hui, sur toutes les ondes aussi. L'objectif étant de réduire au maximum les frictions entre l'utilisateur et les services, les données, les produits auxquels il souhaite accéder. C'est vraiment un mot qui est apparu sur beaucoup de conférences depuis l'année dernière, déjà depuis 2018, et je crois qu'il résume à lui seul un petit peu toutes les évolutions que nous, développeurs logiciels, devons aussi amener pour améliorer cette interface, ce contact entre l'utilisateur et vos données, vos services, vos produits. Donc c'est un mot-clé très important. Alors il va se traduire justement dans les différentes tendances que nous, comme beaucoup d'acteurs de ce métier, au niveau de la mobilité, avons détecté et avons commencé déjà à développer.
On va voir qu'une des premières grandes tendances, c'est l'évolution des applications mobiles elles-mêmes. Donc, je vous ferai une diapositive dédiée à cela sur les différents types d'applications et les fameuses progressives web apps dont on entend parler depuis déjà quelques années, mais qui vont grandir et prendre leur lettre de noblesse probablement cette année. Des statistiques ou analytiques étendues. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de renvoyer des analytiques classiques, il faut aussi s'adapter aux nouveaux usages. Puisque nous parlons ici de nouvelles tendances, on verra qu'il y a aussi de nouveaux usages, donc de nouvelles expériences utilisateurs, avec justement les nouveaux périphériques qui apparaissent, les objets connectés par exemple, mais aussi de nouvelles interfaces utilisateurs qui amènent de nouveaux comportements. Et donc forcément, les interfaces doivent évoluer, mais aussi les analytiques qui tracent l'usage de ces interfaces pour les améliorer constamment, surtout du côté des éditeurs logiciels dont nous faisons partie. Et il y a bien sûr l'intelligence artificielle, qui est un mot-clé beaucoup utilisé ces dernières années, vous l'avez vu, qui est une grosse tendance. C'est aussi une très grande tendance de fond, puisqu'elle fait partie intrinsèquement de la vision et de la stratégie du groupe Rakuten, et on verra comment en effet cette intelligence artificielle va apporter des nouveaux automates, donc de nouvelles capacités, facilités, mais aussi de nouvelles interfaces. On verra ça ensemble. Et enfin, pour finir, et non des moindres, tout ce qui est du domaine des réalités augmentées. On va aborder le sujet évidemment de la réalité augmentée, mais aussi de la réalité mixte, de la réalité virtuelle, dont vous voyez les acronymes en bas de cette diapositive. Et l'ensemble de ces tendances montre bien aujourd'hui de nouveaux usages que font les utilisateurs avec les mobiles, puisque l'objectif c'est de comprendre ce qu'attendent exactement les utilisateurs quand ils interagissent avec soit des smartphones, des ordinateurs de bureau, des tablettes, mais aussi aujourd'hui des objets connectés, des montres, des écrans tactiles et autres. Donc tout cela amène encore une fois de nouvelles interfaces, de nouveaux usages et de nouvelles innovations qui sont inscrites ici pour accompagner ces grandes tendances. Alors on va rentrer dans le détail de ces innovations maintenant. Justement, tout d'abord au travers des nouvelles typologies d'applications mobiles qui sont apparues depuis quelques années et qui commencent à devenir très importantes. Et nous allons commencer par une première question que Jean-Baptiste va lancer à l'écran. Merci Jean-Baptiste. Et là, vous pouvez donc, vous le voyez, répondre très facilement par un simple oui ou non. Est-ce que tout d'abord, vous avez déjà entendu parler des fameuses PWA ou Progressive Web App? Donc on va vous laisser quelques secondes quand même pour y répondre. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous définir en effet ce que sont les Progressive Web Apps. Donc je vois que sur le résultat de ce sondage, il est finalement moitié-moitié puisque nous avons 46% de oui et 54% de non. Donc on va dire qu'il y a une petite majorité qui n'en a pas entendu parler, d'où l'intérêt justement de ce genre de webinar pour vous expliquer ce que c'est. Alors pour vous expliquer ce qu'est une Progressive Web App, je vais vous montrer les différentes typologies d'applications mobiles qui existent aujourd'hui. Vous connaissez tous les applications que vous avez sur vos mobiles, que ce soit des mobiles Apple ou des mobiles Android. Vous avez ces petits boutons qui apparaissent sur vos écrans de mobile qui sont reliés à des apps natives. Des apps natives, ça veut dire des applications qui sont développées dans le langage natif de la plateforme en question. Donc, par exemple, ça peut être de l'Objective-C ou du Swift pour iOS, qui est le système d'exploitation des appareils mobiles Apple. Ça peut être du Java pour Android et tous les smartphones et tablettes Android. Ça peut être également d'autres langages quand on va vers des plateformes de type Windows, macOS 10 et d'autres plateformes encore d'objets connectés. Donc les apps natives sont développées avec le langage de la plateforme sur laquelle elles sont dédiées. Ce sont des applications aussi qui sont très performantes, font appel à toutes les capacités ou presque en général de vos smartphones et tablettes. Pourquoi? Parce qu'elles sont reliées vraiment directement et intrinsèquement avec les fonctionnalités natives de vos téléphones, que ce soit bien sûr la géolocalisation,
les effets gyroscopiques, etc., les interfaces avec les écrans sensitifs et capacitifs de vos appareils sont très bien utilisés évidemment par les apps natives. Et nous, chez Rakuten Aquafadas, vous permettons de développer ces apps natives sans, je le rappelle, être développeur ni technicien, puisque nous avons des outils qui vous permettent de générer ces apps natives pour toutes ces plateformes sans avoir besoin de connaître une seule ligne de code. Alors ensuite, ces apps natives, encore une fois, c'est le principal des apps que vous trouvez sur tous les mobiles aujourd'hui. Ensuite sont apparues, il y a déjà quelques années, les apps hybrides, celles qui ne nécessitent plus de développer dans le langage cible de votre plateforme cible. Par exemple, encore une fois, que ce soit du Swift pour iOS ou du Java pour Android, vous n'êtes plus obligé de développer dans ces langages spécifiques quand vous voulez aller vers ces plateformes. Si par exemple vous voulez développer, comme c'est notre cas, des applications pour iOS et pour Android, donc pour Apple et pour les mobiles Android, vous êtes obligé de faire deux branches de code, une pour iOS et une pour Android. Donc avec des développeurs, des capacités, des compétences spécifiques à chacune des plateformes, ce que nous avons chez nous, experts du mobile évidemment, mais que vous n'avez pas forcément chez vous. Et c'est pour ça que les apps hybrides sont apparues qui sont en fait vous permettent de réaliser, de générer des apps pour les mobiles de la même manière que les apps natives, mais à partir d'une seule branche de code issue du langage du web, puisque c'est du simple, enfin pas du simple, pardon, c'est du HTML, du JavaScript et du CSS. Donc du langage pur web que vous allez encapsuler pour générer des applications qui vont atterrir sur vos mobiles. La différence, c'est que vous avez une seule branche de code, une seule compétence nécessaire, le développement évidemment d'applications web. Donc ça va plus vite en termes de développement. Ça permet aussi de faire évoluer plus vite l'application puisqu'on n'a plus à dupliquer les efforts sur les différentes plateformes, d'avoir aussi une équipe concentrée et de toucher aussi beaucoup plus de plateformes. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme web qui est sous-jacente, donc généralement qui est compatible avec la plupart des périphériques compatibles web sur le marché. Par contre, elle est encore parfois dans certains domaines moins performante, un petit peu moins performante qu'une app native. Elle ne sait pas toujours aussi accéder à toutes les fonctionnalités natives d'un téléphone, même si aujourd'hui ce gap est complètement réduit. Mais encore une fois, on va pouvoir trouver des petites différences entre app native et hybride qui, heureusement, ont été gommées au fur et à mesure du temps. Ce pourquoi, chez Rakuten Aquafadas, nous avons aussi évolué vers ce langage et nous proposons aussi bien des apps natives que des apps hybrides. Tout prochainement, vous verrez la sortie de notre nouvelle app NextGen, comme nous l'appelons, en version hybride. Alors, il y avait aussi les web apps. Les web apps qui sont des applications qui sont simplement en fait des liens vers vos sites web. Je vous rappelle que si vous scrutez et naviguez sur un site web depuis un mobile, vous pouvez créer un raccourci qui va créer une icône sur votre mobile et vous amener ainsi automatiquement au site web. Donc c'est grosso modo ce qu'on appelle une web app. Ça peut être aussi un site web qui a été encapsulé pour faire spécialement une application. Dans ce cas-là, vous avez en général deux fondamentaux. Le premier, c'est que vous êtes obligé d'être connecté pour évidemment utiliser l'app en question. Vous pouvez aussi être amené à interagir un peu moins bien avec votre mobile puisque les web apps n'ont pas accès à toutes les fonctionnalités intrinsèques d'un mobile parce qu'elles n'ont pas accès aux couches très basses de votre mobile comme l'ont ses capacités en app native et hybride. Donc c'est un moyen simple on va dire, d'aiguiller une app depuis un mobile vers un site web, mais ça n'est évidemment pas la panacée. D'où l'évolution ultime qui est apparue il y a déjà quelques années, qui commence à prendre vraiment ses lettres de noblesse et à être utilisée de plus en plus, surtout dans le monde de l'entreprise. D'où, je disais, donc les progressive web apps qui sont apparues récemment. Les progressive web apps, c'est en fait un mixte entre tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire une app hybride avec un contenu web dedans, mais la différence, c'est que vous allez encapsuler encore une fois, comme une app hybride sous forme de progressive web app, votre code, accéder à toutes les fonctions ou presque natives de votre mobile,
un petit peu moins là qu'une app hybride. Une app hybride génère vraiment une application exécutable pour votre plateforme. Une progressive web app, c'est une encapsulation de votre application web. Donc vous allez accéder avec un petit peu moins de fonctionnalités. Par contre, contrairement au web app, vous n'êtes pas obligé d'être connecté puisqu'il va y avoir un cache et une gestion de stockage interne à l'application web. Et vous allez aussi pouvoir accéder à certaines fonctionnalités et avoir des services très utiles comme par exemple les notifications. Vous savez que les notifications pour les apps natives et hybrides sont fondamentales. C'est elles qui vous permettent d'engager beaucoup plus vos utilisateurs, vos lecteurs, vos utilisateurs d'applications mobiles. Ça n'est pas disponible en web app. Par contre, c'est utilisable et disponible en web app. Donc à la fois le stockage, les notifications, l'accès à certaines fonctionnalités natives de vos mobiles et enfin une performance qui aujourd'hui est tout à fait à la hauteur des apps hybrides et bientôt des apps natives permet d'avoir ce type d'application. Quel est l'intérêt de cette application? C'est aussi de pouvoir la déployer beaucoup plus facilement que ce soit sur vos magasins d'entreprise, ce qu'on appelle des stores, que ce soit des magasins publics. Alors sur les magasins publics, grand public, que sont iTunes Store pour Apple et Google Play pour le monde Android, sur ces stores-là, aujourd'hui, vous poussez des apps natives uniquement à diffusion de masse, puisque c'est pour le grand public. Elles ont l'avantage d'être repérables, recherchables par des moteurs de recherche, poussées par ces grands acteurs. Par contre, voilà, vous êtes dépendant d'une méthode, d'une soumission et d'une acceptation de ces grands acteurs pour pouvoir apparaître sur ces stores. Vous savez que ça devient de plus en plus strict au niveau des règles et c'est de plus en plus long et difficile d'avoir des apps sur ces stores. Et puis surtout, la Progressive Web App, vous pouvez la diffuser très facilement par un simple lien depuis votre site web et vos utilisateurs pourront ainsi cliquer dessus et installer la Progressive Web App sur leur mobile très facilement. Donc c'est vraiment une évolution très importante que vous pourrez suivre tout au long de l'année avec nous, puisque nous allons sortir une Progressive Web App d'ici la fin du premier semestre et vous pourrez ainsi l'avoir et l'utiliser dans vos cadres d'entreprise. C'est très utilisé encore une fois dans la diffusion d'entreprise puisqu'on s'abstient ainsi de l'usage des grands stores. L'impact sur votre paysage mobile, ce sera bien entendu ce que je viens de dire, c'est-à-dire un déploiement plus facilité de vos applications mobiles. Donc, en gros, la Progressive Web App répond bien à la thématique frictionless. Elle vise à réduire, encore une fois, les frictions que sont l'installation, le déploiement d'une app native via un store, etc. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple de transiter depuis votre site web jusqu'à votre application mobile pour vos utilisateurs. Les avantages et inconvénients, je les ai déjà cités en définissant chacune des apps, on ne va pas revenir là-dessus. On va passer à la suite pour rester dans les temps. Le deuxième aspect fondamental, je regarde vite fait s'il n'y a pas de problème dans vos questions. Voilà, quelqu'un ne m'entendait plus, mais c'est revenu, je vous remercie. Donc tout va bien. Le deuxième aspect maintenant important dans les grandes tendances, c'est l'évolution des statistiques d'utilisation de vos applications. Toujours est-il qu'il est fondamental de bien concevoir une application, de bien la déployer. Après, le plus important va être de la faire vivre avec les bons contenus pour que ce soit une application vivante. Vous savez qu'une application qui s'endort devient vite morte et vite retirée d'un appareil mobile. Ça, c'était quelque chose que j'avais déjà présenté lors d'un webinaire précédent. Mais surtout, il va falloir tracer, maintenant, monitorer l'usage qui est fait de vos applications, de vos contenus. Et ces usages-là, évidemment, évoluent. Pourquoi? Parce que il y a des nouveaux comportements qui évoluent, de nouvelles interfaces. Je vais en parler juste après. Il y a bien évidemment tout d'abord les statistiques classiques que d'ailleurs nous allons vous fournir de nouveau des tableaux de bord d'analytics au sein de notre solution, notamment Cloud Connect pour ceux d'entre vous qui nous connaissent. Nous implémentons déjà, vous le savez, Google Analytics, Piwik et Localytics, mais nous avons décidé de réintégrer des analytiques à notre sauce, on va dire, dans nos applications en plus de celles-ci. Dans nos applications pour vous permettre de tracer l'usage donc de l'app, mais aussi des contenus.
et pas simplement de savoir quels sont les contenus, comme combien de fois l'app a été téléchargée, etc., mais aussi de comprendre le parcours de votre utilisateur dans votre app et votre contenu. Ça, on va dire que ce sont les statistiques classiques que vous pouvez déjà avoir au travers des Google Analytics notamment et Localytics. Mais ce qui est important, c'est que ces comportements utilisateurs dont on parlait au tout début sont en train de se transformer. On va, on va apporter de nouvelles interfaces utilisateurs, on va apporter des choses comme des assistants audio virtuels, on va apporter de la réalité augmentée, voire virtuelle. Et dans ces univers tout nouveaux d'interaction entre votre utilisateur et votre application, eh bien, il y a des comportements totalement novateurs. Si on parle ne serait-ce que de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, comme vous l'imaginez, il y a aussi le comportement de l'utilisateur. Comment va-t-il utiliser son placement dans l'espace en 3 dimensions, si on parle de réalité virtuelle, comment interagit-il avec les objets, etc. Donc vous allez aussi avoir besoin de nouvelles statistiques d'usage pour ces nouveaux usages. Voilà, ça répond déjà à cette question que j'avais précédée. Nous avons besoin de ces statistiques. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il faut améliorer sans arrêt le contenu, la navigation, donc l'expérience utilisateur de votre utilisateur dans votre app. Et c'est pour ça qu'il vous faut aussi les bonnes statistiques d'usage. Donc on a décidé de les réintroduire. Heureusement, le groupe Rakuten dont nous faisons partie depuis 2017 est un groupe qui possède beaucoup de départements de recherche, mais aussi de départements applicatifs, notamment dans les domaines de big data et d'analytics. Et nous sommes en train d'intégrer depuis déjà quelques semaines les analytics, le moteur d'analytics de Rakuten dans nos solutions pour vous proposer très prochainement ces tableaux de bord dans nos solutions. L'intérêt, c'est que Rakuten est un géant du e-commerce, comme vous le savez. Nous avons 1,2 milliard de membres actifs autour de l'écosystème Rakuten dans le monde, ce qui a amené une expertise certaine avec un département déjà big data, un département aussi de recherche et développement très important autour de l'usage et du comportement de nos services. Et c'est pour ça que cette expertise, nous sommes aujourd'hui en capacité de l'intégrer, de la réutiliser chez Rakuten Aquafadas. Tout ça pour dire aussi qu'au niveau général, c'est important de s'adapter à ces nouveaux comportements. Et grâce à ces nouveaux moteurs que nous intégrons, nous serons capables de vous apporter des évolutions importantes et très novatrices, très disruptives en termes de statistiques. Alors, il est temps de vous poser une nouvelle question. Je vais laisser Jean-Baptiste lancer, voilà, merci, cette question que vous pouvez lire et répondre. Qu'est-ce qui vous semble le plus important en matière d'analytics? Il y a plusieurs réponses, bien sûr, possibles. La qualité de l'engagement avec l'utilisateur, le suivi et la mesure des centres d'intérêt des utilisateurs, l'analyse simplement des comportements ou la segmentation avancée des analytics, c'est-à-dire les décomposer de manière très fine, ou enfin, pourquoi pas, l'analyse temps réel. Qu'est-ce qui vous semble pour vous le plus important? Voilà. Donc nous avons déjà la réponse qui s'affine, je vois en ce moment même. Merci de votre participation. Donc je vois aujourd'hui que les deux plus gros centres d'intérêt, d'ailleurs à égalité, à 45% presque, non ça bouge encore, je vais vous laisser terminer, voilà. Mais on a le plus gros, le plus important, c'est donc l'analyse des comportements avec 50% des réponses. Ensuite, nous avons le suivi et la mesure des centres d'intérêt de l'utilisateur avec 42%. Donc, rien d'anormal dans vos réponses. Au contraire, elles prouvent que vous avez besoin de comprendre les comportements utilisateurs d'abord et les centres d'intérêt de vos utilisateurs pour affiner encore une fois le contenu. 8% veulent une segmentation plus avancée des analytics et on a 0% de personnes qui sont intéressées par la qualité de l'engagement utilisateur et de l'analyse en temps réel. Donc encore une fois, ça prouve que et merci de vos réponses, que notre tendance ici posée et notre stratégie en matière d'analytique, c'est-à-dire de se porter vraiment sur une analyse très fine du comportement utilisateur, surtout par rapport à l'évolution des nouveaux usages de la mobilité, est fondamentale pour vous.
Merci encore une fois. Nouvelle diapositive maintenant sur les nouvelles expériences utilisateurs, ou UX, hein, bien sûr, les mots-clés. Alors, pourquoi nouvelle expérience utilisateur? On l'a déjà introduit dans la diapositive précédente. C'est que aujourd'hui, on fait face à une myriade d'outils, de services, mais aussi d'objets et de nouveaux périphériques, notamment avec les objets connectés, ne serait-ce que après, bien sûr, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones, les phablettes. Nous avons maintenant aussi d'autres objets connectés, comme les montres connectées, qui sont les premiers objets les plus utilisés, mais aussi des écrans tactiles, avec aussi des box pour vos télévisions. Donc, tout un ensemble de nouveaux périphériques qui nous amènent un ensemble d'interactions toutes nouvelles avec notre univers digital. Donc, il faut évidemment pouvoir commencer à comprendre cet écosystème, puisque finalement, vous allez vouloir aussi, là encore, le moins de friction possible entre l'usage de ces différents périphériques, donc un usage unifié. Ce que j'ai d'ailleurs oublié de signaler, qui est très important dans la déclinaison en app hybride et PWA que nous lançons, c'est que justement, vous aurez un usage unifié des applications créées sur ces modèles-là, quel que soit le périphérique que vous utilisez. Donc ça aussi, c'est assez utile parce que on réduit la friction, puisque là, cette fois-ci, quel que soit le périphérique, vous pourrez utiliser nos apps de la même manière, que ce soit sur un mobile, un desktop ou autre chose. Alors, il y a surtout de nouvelles interfaces ce qu'on appelle des interfaces conversationnelles, qui vous permettent d'interagir, qui permettent à l'utilisateur d'interagir avec l'application. Tout d'abord, l'audio, hein, donc la reconnaissance de la voix et de la parole pour pouvoir évidemment transposer une instruction de l'utilisateur. Les réalités augmentées et virtuelles, on va en parler plus en détail dans la dernière diapositive, donc je vais passer vite, mais elles amènent évidemment de nouveaux usages, hein, avec soit vos doigts, vos yeux, votre placement dans un univers 3D si on parle de VR, on en reparlera tout à l'heure. Des assistants virtuels privés, ce qu'on appelle des VPA, Virtual Private Assistant, c'est ce que l'on voit arriver de plus en plus, hein, sous la forme notamment de chatbots, hein, qui sont ces petits assistants personnels qui apparaissent quand vous êtes sur un site web, qui commencent à apparaître maintenant aussi dans les applications mobiles. Et chez Rakuten Aquafadas, nous allons vous amener évidemment des chatbots. Les chatbots aujourd'hui permettent essentiellement d'interagir avec la recherche, c'est-à-dire que c'est un moyen plus dichotomique, plus naturel d'aller chercher de l'information et de filtrer l'information que l'on veut, plutôt que de faire une simple recherche plein texte, par exemple, comme nous la proposons déjà aujourd'hui. Donc ça permet d'affiner, via du langage naturel, justement, d'affiner cette recherche. Donc nous allons introduire ces chatbots. Et puis bien sûr, la reconnaissance audio est une énorme tendance, on le sait. Elle a été déclarée déjà l'année dernière comme très forte. Je pense que cette année, on va en voir arriver de plus en plus. Vous connaissez tous les assistants audio, que ce soit évidemment le Google Assistant, que ce soit Alexa avec Amazon, que ce soit Siri avec Apple. Ces assistants audio prennent de plus en plus de place parce qu'ils sont de plus en plus performants, surtout. Nous avons, nous aussi, chez Rakuten, des assistants audio que nous pourrons introduire dans le futur. Alors, on va vous poser justement une nouvelle question pour savoir, vous, quelles sont les nouveautés que vous attendez le plus dans ce domaine-là. Donc, je vous laisse lire tranquillement la liste et nous répondre sur ces assistants ou ces nouvelles interfaces qui vous intéressent le plus ou que vous attendez le plus. Alors, voilà, je vois que les résultats tombent. Je vous remercie encore une fois d'être très actif. Donc, je vois aujourd'hui qu'on peut s'arrêter là. Je pense qu'on a le résultat final. Merci Jean-Baptiste. Donc, ce qui est intéressant, et là c'est de ma faute, je vous ai pas montré les deux dernières lignes, mais elles étaient posées dans les questions, c'est que finalement, c'est la personnalisation des contenus et des recommandations qui vous intéresse le plus à 44%, suivi des assistants virtuels à 22%, ainsi que la réalité augmentée à 22%, et 11% pour la reconnaissance audio. Donc je crois que voilà, ça reflète assez bien, mais c'est intéressant parce que avant même de vous l'avoir présenté, vous êtes très intéressé par tout ce qui est
personnalisation et recommandation. Alors c'est très important parce que justement nous on met un effort très fort chez Rakuten Aquafadas pour développer ces outils-là. On va vous proposer très prochainement justement des outils de génération et d'extraction de contenu automatisé et dynamique avec des interfaces aussi dynamiques pour permettre surtout de personnaliser vos applications jusqu'à même aller en temps réel à personnaliser cette application en fonction de l'utilisateur et de son profil, en lui fournissant des recommandations aussi par rapport à ce qu'il a l'habitude de consommer. On parle ici évidemment de contenu quand il s'agit de nos applications, mais ce sont des domaines qui visiblement vous intéressent, donc ça nous rassure, ça veut dire que nous sommes en phase avec vos attentes. Alors il ne nous reste plus que 2 slides, je vous rassure, on va aller vite. Puisque ce sont des slides assez que vous avez déjà entendu, dont vous avez déjà entendu parler. L'intelligence artificielle, je vais vous la dérouler là, voilà, ainsi. Pourquoi avons-nous besoin d'intelligence artificielle? Encore une fois, il y a ce fameux mythe de la crainte de l'intelligence artificielle qui viendrait remplacer l'humain. Ça n'est pas du tout le cas. Il faut savoir que chez Rakuten, nous avons un département dédié à l'intelligence artificielle et ses recherches à la fois fondamentales et appliquées. Nous sommes également en partenariat avec IBM depuis 2017 sur ces domaines-là, notamment avec les technologies Watson. Ça fera sûrement l'objet d'un autre webinar. Mais ce qui est important, c'est que l'intelligence artificielle est là pour vous accompagner, pour vous faciliter vos tâches quotidiennes, pour les automatiser et vous faire gagner du temps et vous permettre de vous concentrer sur ce qui est la valeur fondamentale de l'humain, c'est-à-dire la réflexion, la créativité pour lancer des nouveaux projets et des nouveaux services et produits, etc. Donc l'intelligence artificielle, c'est avant tout une capacité d'apprentissage avec le machine learning et le deep learning, qui sont les deux grands domaines de l'intelligence artificielle utilisés aujourd'hui. Le machine learning qui consiste surtout à introduire beaucoup de données, de vos données, pour que le moteur d'intelligence artificielle soit capable d'extraire de ces données de l'intelligence justement, donc de l'analyse et voire des services nouveaux. Chez Rakuten Aquafadas, nous allons lancer justement très prochainement un service d'extraction automatique de contenu qualifié à partir de vos données non qualifiées. J'entends par exemple vos PDF et surtout vos PDF. Vous avez des tonnes de PDF dans vos entreprises. Nous allons, grâce à un moteur d'intelligence artificielle intégré depuis nos départements de recherche et développement de Rakuten, nous avons aujourd'hui un prototype opérationnel qui vous permet d'extraire les contenus structurés, c'est-à-dire XML pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment une déclinaison technique. Donc des contenus XML à partir de vos PDF de manière automatique. Aujourd'hui, il faut soit les créer avec des outils spécifiques, soit les ressaisir avec des petites mains, excusez-moi l'expression. Demain, vous pourrez gaver, c'est vraiment le terme, notre moteur de machine learning avec vos PDF et nous vous permettrons ainsi d'en sortir une vue structurée, ce qui permet quoi pour l'utilisateur final? Eh bien d'avoir à partir de votre PDF une vue responsive de votre contenu. Donc vous connaissez tous aujourd'hui ou presque les sites web adaptatifs ou responsives. Eh bien l'objectif c'est de vous obtenir une vue responsive à partir de vos PDF. Tout comme on va se lancer également dans la génération d'interfaces de navigation dynamiques grâce à ces mêmes moteurs qui détectent par vos parcours, par votre usage, ce que vous utilisez le plus. Le deep learning, par contre, est plutôt spécialisé dans la modélisation de données abstraites, c'est-à-dire par exemple la reconnaissance vocale, ce qu'on appelle aussi le natural language processing, donc la détection du langage qui permet de, par exemple, de faire une conversation avec un robot comme un chatbot. La computer vision ou la détection d'images qui permet de reconnaître des objets dans des images et de là d'en déduire certaines et de créer certaines actions contextuelles. Donc tous ces domaines-là, on les étudie de très près grâce à notre proximité, encore une fois, avec le département de recherche et développement du Rakuten Institute of Technology de Rakuten, et nous allons les intégrer progressivement. Mais le premier domaine que je vous ai cité, le machine learning et l'extraction automatique de contenu, sera certainement une très grande avancée que nous lancerons très prochainement. Et tout cela vient évidemment alimenter ces fameux assistants virtuels privés grâce à ces moteurs d'intelligence artificielle. La première expression est celle que nous connaissons bien chez Rakuten, ce sont les chatbots qui permettent justement d'interagir avec l'utilisateur d'une manière très naturelle au travers du natural language processing que nous utilisons déjà.
Voilà. On vous pose justement une question à ce niveau-là. Est-ce que vous avez une idée des applications possibles de l'intelligence artificielle pour vous, hein, dans la création et la publication de contenu, parce qu'on est dans ce domaine-là avec nos applications mobiles chez Rakuten Aquafadas. Je vous laisse répondre tranquillement, je vois que le résultat s'affine, et je suis désolé, nous sommes légèrement en retard, mais nous n'avons plus qu'une seule diapositive. Voilà, le résultat vient de tomber, on peut terminer cette interrogation. Vous n'avez pas d'idée à 60% sur les applications possibles et 40% oui. Donc c'est un pourcentage qui est tout à fait logique, hein, puisqu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, il faut des domaines d'application concrets. Et c'est ce que nous allons vous apporter, notamment avec ce premier point que je vous ai cité, l'extraction automatique de contenu. Ça en sera un. Il y en aura d'autres qui suivront. Notre objectif à nous, c'est justement de vous apporter ces innovations, mais d'une manière concrète et pratique. Voilà, il ne nous reste plus qu'une diapositive, certainement l'une des plus attendues et les plus importantes, à savoir la réalité augmentée ou les réalités augmentées. Les réalités augmentées aujourd'hui sont un mot très tendance, bien entendu. Alors je vois qu'il y a une question. Bon, quelqu'un doit partir, je vous comprends, nous sommes en retard, je suis désolé, mais vous aurez l'enregistrement complet de toute façon. Alors, définition rapide, là, qu'est-ce qu'on appelle réalité augmentée et en quoi ça se différencie de la réalité mixte et de la réalité virtuelle, sachant qu'aujourd'hui, tout cela se fond de plus en plus dans ce qu'on appelle, encore une fois, les réalités augmentées. Pardon. La réalité augmentée elle-même, l'AR, comme on dit, consiste à rajouter des objets, des objets en 3 dimensions, mais surtout des objets de synthèse, au milieu de votre paysage réel. Alors ça se fait au travers généralement d'un téléphone portable ou de lunettes spécifiques. Hein. Vous vous souvenez des Google Glass en son temps, mais aujourd'hui il y a des nouvelles lunettes qui sont bien plus performantes qui sont apparues, qui sont plus utilisées d'ailleurs pour la réalité mixte dont je vais parler et la réalité virtuelle. La réalité La réalité augmentée, encore une fois, consiste à rajouter des objets dans votre espace. Donc vous prenez une photo où vous visualisez votre pièce, par exemple avec votre téléphone portable, et on vous rajoute à l'intérieur des objets en 3 dimensions de synthèse. Ça peut être très intéressant, notamment pour faire des applications d'aide à la vente, si vous voulez vendre des produits et les virtualiser dans l'espace du client. On imagine, aujourd'hui, on sait qu'une des applications de réalité augmentée qui a le mieux marché au monde, c'était celle d'IKEA, qui vous permettait de visualiser des meubles IKEA dans votre intérieur à vous. Voilà ce qu'est la réalité augmentée. La réalité virtuelle, pour passer à l'autre extrême, c'est là, vous êtes obligé d'avoir un casque sur vos yeux parce qu'on vous enferme dans un univers totalement imaginé, totalement de synthèse, donc plus aucun lien avec la réalité, à part évidemment votre gestuelle, votre comportement, puisque vous pouvez avoir des capteurs qui permettent évidemment, en tournant la tête, de voir les différents éléments de l'espace dans lequel vous êtes, et on peut même avoir aussi d'autres objets de contrôle qui permettent d'interagir avec cet espace virtuel. Et au milieu, il y a la réalité mixte. La réalité mixte, c'est-à-dire que vous allez là aussi porter non pas un casque, mais des lunettes, mais très spécifiques. Il n'y en a que très peu au monde. Les plus connus et ceux qui l'ont inventé, c'est Microsoft avec les Microsoft HoloLens. Il y en a d'autres aujourd'hui, bien sûr. Mais ce sont des casques, des lunettes, pardon, qui vous permettent de rajouter des hologrammes dans votre univers, dans l'univers que vous voyez devant vous. Donc c'est un mix, pourquoi? Parce qu'on va rajouter des objets de synthèse, comme dans la réalité mixte, des objets en 3D, mais vous allez pouvoir interagir en virtuel quelque part avec ces objets grâce à l'holographie, donc c'est aussi du domaine de la réalité virtuelle. Voilà. Quel est le lien avec la mobilité? C'est qu'aujourd'hui, justement, vous avez besoin de rajouter ces nouvelles dimensions grâce à ces portables. On imagine notamment les téléphones portables Apple, iOS et Android qui ont rajouté ces librairies de réalité augmentée aujourd'hui au sein même de leur système, donc qui vous permettent d'avoir déjà des jeux. Ce sont les premiers utilitaires hein, à avoir les premiers usages pardon de la réalité augmentée, mais qui demain pourraient vous permettre de faire d'autres choses. Alors justement, ce sera la dernière question qui conclura ce séminaire, c'est de savoir si pour vous, c'est important justement d'intégrer la réalité augmentée dans votre stratégie de contenu. Voilà, vous avez un certain nombre de questions.
Donc je laisse les résultats tomber qui viennent encore. Je vous remercie de votre patience et d'être avec nous un peu plus longuement. Mais ce sont des sujets importants et qui vous intéressent visiblement. Voilà, le résultat s'affine encore. Je pense que c'est bon, on peut s'arrêter là. Merci Jean-Baptiste. Pour la plupart d'entre vous, 50%, ce serait juste un bonus côté expérience utilisateur. Pour 25%, vous ne savez pas et vous avez besoin d'en apprendre plus. Et je vous comprends, puisqu'aujourd'hui, ce sont des domaines encore très flous. Vous voyez, on est encore obligé de les définir et de les expliquer. Pour 13%, le reste, et ce serait un plus majeur, et à égalité, ce n'est pas très important pour le moment. Et vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que la dernière question, c'est vraiment les usages maintenant autour de ces réalités augmentées qui restent à inventer. Nous avons, nous, intégré chez Rakuten Aquafadas les technologies qui permettent déjà de faire de la réalité augmentée. Nous n'avons pas sorti de fonctionnalités associées parce que nous n'avons pas trouvé un usage suffisamment pertinent pour vous apporter de la valeur dans vos business. Nous sommes en train de le faire et nous appelons par ce type de webinar justement aussi à vous manifester si vous avez des idées, des envies, des besoins, puisque nous sommes très agiles dans nos développements et après avoir eu la technologie intégrée, nous sommes capables maintenant de vous rendre ces services. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Voilà, cela conclura ce webinar que j'ai dépassé allègrement, j'en suis encore désolé. J'espère qu'il vous a intéressé. Vous recevrez les slides et diapositives, bien entendu, ultérieurement, juste après ce webinar. Je regarde s'il y a des questions, mais je pense que vous êtes en train de partir, ce qui est normal pour aller déjeuner. Donc, je ne vois pas de questions. Je vous remercie. Alors, une fois que le webinar sera terminé, vous aurez un petit questionnaire très rapide, 15 secondes maxi, pour vous demander une évaluation de ce webinaire. Encore une fois, nous vous remercions de votre interactivité avec nous. Nous espérons que ça vous a plu, que le contenu vous a plu, et vous pourrez le dire au travers de ce dernier questionnaire d'évaluation. Merci encore de votre participation et je vous souhaite une très bonne journée.